Bienvenue aujourd'hui dans votre podcast New Media Coaching. Je suis Amine, votre hôte, comme toujours. Et aujourd'hui, on est avec le docteur Inge Declercq pour présenter son nouveau livre version française. Donc ce livre, Je veux dormir, est un livre axé sur le sommeil. Le docteur Inge Declercq est neurologue, spécialiste du sommeil, qui a déjà créé un ouvrage en néerlandais. Donc je vais essayer de prononcer correctement Inge Declercq van Slapen. Donc ça, c'est le premier titre en version néerlandaise. Donc pour nos auditeurs néerlandophones, vous pouvez retrouver ce livre dans différents espaces. Inge va nous dire où on peut retrouver éventuellement ce livre en version néerlandaise. Et alors, le titre en français vient tout juste de sortir. Et nous accueillons le docteur Inge Declercq pour ce nouvel ouvrage et pour vous présenter cette personne et toutes ses activités autour du sommeil. Bonjour Inge. Bonjour Amine et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Inge, est-ce que tu peux brièvement nous présenter ton travail, en quoi il consiste? Est-ce que c'est uniquement axé dans le milieu médical ou est-ce que tu travailles avec d'autres secteurs d'activité? Oui. Et je sais aussi que tu as une méthode de travail, donc tu vas aussi nous parler de cette méthode de travail. Je te laisse la parole. Merci. Et donc en fait, mon fer de lance et disons aussi mon fil rouge, c'est que moi je trouve que le pouvoir du sommeil, hein, si on peut dire, c'est un peu la traduction du premier bouquin, on peut dire le pouvoir du sommeil, il appartient à tout le monde, je trouve, et c'est un peu ma quête de vie. De faire de sorte que un maximum de gens puissent l'obtenir, ce pouvoir du sommeil, parce que c'est la clé de notre bien-être physique, mental, même spirituel, si on veut. Et qu'est-ce que je mets dans le panier pour ça? Effectivement, comme tu viens déjà un peu le dire, mes compétences et mon expertise que j'adore partager. Et c'est quoi ces compétences? Effectivement, je suis neurologue et spécialiste du sommeil, mais j'ai aussi obtenu ce certificat universitaire en traitement cognitivo-comportementaux de l'insomnie à l'ULB. Voilà, j'ai fait formation coaching, je suis chronobiologue, neuroscientifique. Donc, c'est vrai que je mets tout ça dans mon panier. Et là, c'est le fait d'être dans cette multidisciplinarité et dans cette approche holistique, mais tout en restant humaine, parce que tout part effectivement de l'empathie, que j'ai donc écrit ce livre, mais aussi que j'ai créé effectivement ma boîte qui s'appelle Sleep Well Stressless, et justement avec lequel je me suis dit, je sors du microcosme de l'hôpital où je travaille toujours, mais moins que même que l'autre activité. Et donc avec Sleep Well Stressless, je vais dans les entreprises justement et je donne des formations et des trajets et des modules. Et c'est axé sur le sommeil, mais mes compétences le laissent sous-entendre. J'essaie de prime abord effectivement d'aussi prendre en compte tous les aspects. Donc ça implique effectivement aussi l'état de veille. Parce que tout ce qu'on fait pendant la journée va avoir une influence sur le sommeil. Et donc, c'est la journée qui va déterminer comment fonctionne la nuit. Donc, l'idée reçue que, en fait, le sommeil, c'est quand même, ça relève quand même du domaine privé. C'est pas du tout le cas. Il faut même pas être d'accord ou pas d'accord parce que c'est juste pas le cas, en fait. C'est la journée qui détermine notre nuit. Et donc, c'est là que se trouvent nos clés aussi pour soigner ce pouvoir du sommeil. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ma quête de vie de faire de sorte qu'un maximum de gens puissent l'obtenir, l'atteindre et rendre ça accessible. Super. Donc je pense que je vais prendre un petit peu les mots que tu as prononcés pour enchaîner directement. Donc en fait, la quête de vie, donc c'est ça que j'aime bien comme mot, moi. J'aime bien, je fais beaucoup attention aux mots. Pour moi, c'est très important, les mots qu'on utilise, parce que c'est personnel. Et la quête de vie, je pense que c'est important que les auditeurs et les gens qui sont intéressés peut-être par découvrir ton ouvrage
se rendre compte aussi que voilà, le fait d'écrire un livre, c'est probablement dans l'idée de partager aussi et de toucher un plus grand public. Parce qu'à un moment donné, je pense que tu fais ton maximum, mais tu es limité dans ta possibilité de toucher le public. Et donc, un ouvrage, pour moi, c'est idéal parce que je vais reprendre je t'avais raconté une anecdote du moment où j'ai été prendre ton livre. Donc pour les auditeurs, le livre est disponible à la Fnac, c'est bien ça? Oui, Fnac, Club, Filigrane, online. Exactement. Donc on vous mettra évidemment les liens en ligne plus tard si vous voulez les découvrir pour acheter le livre en ligne. Et si vous voulez l'acheter physiquement, ben, vous pouvez aller chez Fnac en Belgique, Filigrane. Aussi. Et alors, cette petite anecdote, c'est quand j'ai été acheter le livre, j'ai eu la caissière qui est au moment du paiement, qui m'a dit si vous découvrez le secret, veuillez le partager avec moi. Parce que justement, on remarque typiquement que ça devient un problème, des plus gros problèmes du 21e siècle, c'est comment bien dormir. Et parfois, pour certains, c'est juste comment dormir. C'est pas juste comment bien dormir, c'est comment dormir. Tout à fait. Et justement, c'est intéressant justement de voir que ça touche toutes les couches de la population et c'est pas uniquement un certain type de population, un certain genre de personnes, parce que souvent on dit oui, mais c'est lié au stress, ou c'est lié à ci, ou c'est lié à ça. Et ça vient particulièrement aux croyances populaires. Et généralement, parce que j'ai un background scientifique, je remarque que souvent les croyances populaires se mélangent aux réalités scientifiques. Et donc souvent, on se dit, oui, mais j'ai entendu, on m'a dit que, et donc on vient avec tout... Oui, mais effectivement, je trouve que c'est aussi vraiment une chose qui est très importante pour moi, c'est de traduire la science, effectivement, pour aller au-delà aussi des idées reçues, parce qu'il y en a plein, et faire de sorte que c'est il y a jamais du 100%, et il y a toujours des exceptions, hein, c'est clair que les exceptions font la règle souvent, mais en même temps, il y a quand même déjà énormément étudié dans mon domaine. Et apparemment, je suis douée pour ça. Traduire la science sans trop vulgariser, sans surpopulariser, tout en restant compréhensible, en fait. Ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose que je porte à cœur, effectivement. Et donc, c'est ce que je fais dans le bouquin. Donc, effectivement, ça sort du domaine médical, c'est voulu. Hein, c'est pas du tout un livre médical, c'est-à-dire dans le sens où tout est expliqué, tout est rendu compréhensible et c'est grand public. C'est vraiment le but, effectivement, comme tu disais, pour que je puisse atteindre encore un public au plus large que possible, parce qu'évidemment, ça traite du sommeil principalement quand même. L'insomnie, c'est-à-dire être trop réveillé la nuit, dans toutes les façons possibles et inimaginables. Mais ça va aussi toucher les gens qui sont fatigués, qui sont en manque d'énergie, par exemple, parce que là aussi, il y a plein d'outils. Donc l'idée, c'est de rester concret dans des explications aussi qui sont justes, scientifiquement justes, mais compréhensibles, et d'être dans le pratique, en fait. Et là, je pense que le livre est relativement novateur et unique, parce que, à ce que je sache, ce genre de bouquin, il y en a beaucoup, hein, sur le sommeil. Mais dans ce sens-là, je pense que ça n'existe pas encore dans le monde francophone. Ouais. Et toi, dans ta pratique de médecin, je pense que tu as fait souvent face aussi à des personnes qui viennent avec des demandes bien spécifiques, que tu as pu avoir cette expérience justement de voir quels sont les cas les plus récurrents, les choses comme ça. Et je pense que ça se note aussi dans ton livre, c'est que tu as un spectre assez large
de personnes qui peuvent être atteintes par l'insomnie, par des problèmes de sommeil, par des difficultés de réveil le matin. Parce que voilà, effectivement, ce qu'on parle souvent de sommeil, on parle souvent d'endormissement, mais on ne parle pas des réveils durant la nuit, on ne parle pas du réveil le matin qui est difficile, etc., etc. Et c'est ce que je trouve qui est agréable aussi dans le livre, c'est qu'on découvre aussi que il y a différents types de problèmes de sommeil. Il n'y a pas un seul problème de sommeil. Clairement, oui. Et ce qui est chouette aussi, c'est que parce que souvent on lit des livres, on arrive à la fin du livre, on dit ok, c'est chouette, je connais mieux plus de choses sur le sujet, mais j'ai pas les clés pour m'en sortir. Et ça, c'est ce que je trouve sympa dans les livres, c'est que tu offres la possibilité de sortir de ces mauvaises, de ce mauvais cercle vicieux qui après va offrir aux gens, voilà, vous avez l'outil. À vous de l'utiliser à bon escient. Tout à fait. Et c'est votre responsabilité. Et ça, c'est aussi important, je pense, parce que souvent, quand on vient voir des spécialistes, je pense aussi le problème, c'est qu'on pense qu'ils vont tout régler à notre place, que c'est eux qui vont faire... Non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est même, je trouve ça, c'est un beau compliment que tu me donnes, effectivement, lorsque il est sorti en néerlandais, parce qu'en fait, en néerlandais, j'en ai écrit 2, Le pouvoir du sommeil, si on veut, et Slaapwijzer, qui est le guide, en fait. Donc, le livre, maintenant, il est plutôt basé sur le deuxième que sur le premier. Et donc, c'est effectivement une méthode. On peut peut-être en reparler. Et donc, j'ai fait des test cases au début. Effectivement, c'était un des retours que j'ai eu, c'est que c'est génial. Ça m'oblige un peu de me mettre en question. Mais j'ai les outils pour... Et donc aussi, et c'est ça aussi, quand certains de mes patients, ils partent avec le bouquin pour justement se prendre en charge de manière thérapeutique. Et je sens très bien chez qui ça marche ou pas, dans le sens où, quand les graves insomniaques, si je sens qu'il y a la motivation de se mettre un tout petit peu en question, alors je sais que c'est parti, alors que c'est bon, en fait. Et c'est vrai. Donc, voilà, effectivement, il n'y a pas de quick fix. Donc, le sommeil ne sort pas d'une boîte. Donc, les somnifères n'aident pas. Il faut oser parce que, et ça revient aussi, ça renoue avec ce que tu viens de dire. Donc, il y a beaucoup d'histoires différentes. Effectivement, si j'ai 10 personnes devant moi avec un trouble du sommeil, ne fût-ce que de type insomnie, je vais avoir 10 histoires différentes. Et c'est ça qui rend mon boulot aussi passionnant, évidemment, parce qu'il faut toujours aussi s'ouvrir à l'histoire des gens. C'est ça. Et donc, c'est pour ça aussi que le livre se veut holistique et il y a beaucoup d'outils parce qu'effectivement, il n'y a jamais une solution qui va être la bonne. Mais effectivement, l'idée, on part de l'idée qu'il y a énormément d'éléments dans la vie qui vont faire de sorte qu'on est fatigué ou qu'on dort mal. Parce qu'une question assez pertinente à poser aussi, ou à se poser, c'est aussi souvent, OK, je suis fatiguée. Est-ce vraiment à cause du sommeil ou quels sont les autres éléments dans ma vie qui font de sorte que je suis fatiguée outre le sommeil, parce que le sommeil vite devient aussi le bouc émissaire. Et c'est pas forcément le problème, pas forcément au niveau du sommeil. Donc c'est pour ça que et merci pour le compliment, parce que c'est vrai que j'évolue au fait. Et si tu trouves que j'y réussis, donner des clés par rapport à ça aussi. Ouais. Ce qui moi après c'est une expérience personnelle. Peut-être que les gens qui vont lire le livre vont dire moi j'ai pas trouvé les clés ou j'ai pas. C'est vraiment très personnel. En tout cas, pour moi, je trouve que d'abord, c'est surprenant. Quand on fait les tests qu'il y a dans le livre, on dit OK, en fait, je pensais que j'étais mieux que ça quand même. En fait, non. C'est confrontant, effectivement. Et on est confronté à soi-même. Alors, heureusement que moi, j'aime être confronté à moi-même parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu du mal. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, ah oui, d'accord. Tel et tel point sont à travailler. Telle et telle chose sont à travailler. Et donc, clairement, on est face à on a les outils, on sait où on peut aller. Si on veut les utiliser, on les utilise. Et si on veut pas, ben voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on
on sent pas aussi, c'est pas culpabilisant, c'est-à-dire on Non, dit voilà, pas, il y a pas clairement. il y a pas de sentiment qu'on donne au lecteur de vous êtes pas sérieux, vous menez pas bien votre vie, parce que souvent Oui, aussi c'est ça qu'on retrouve oui, on dans pointe ce du genre. doigt. Voilà, on Ouais, pointe ouais, du doigt et ouais, on dit vous faites pas les choses bien, c'est pas ouais, comme ça qu'il faut tout à faire, fait. etc., etc. Ouais. Je prends souvent parce que j'en ai lu quelques-uns des ouvrages sur le sommeil et souvent j'ai l'impression aussi que c'est un peu une culture anglo-saxonne comme ça de pointer les gens du doigt, de dire c'est pas comme ça qu'il faut Oui, faire, c'est ça la bonne voie, c'est comme ça, il oui, faut vous. oui, Et là en fait on sent pas cette chose arriver quand on lit le livre et en fait ce qu'on sent c'est votre vie, c'est votre vie. Et tout ce qui tourne autour et comment faire pour rééquilibrer. C'est un rééquilibrage en oui, fait. oui, oui. Magnifique, magnifique Voilà. retour, Amine, merci. Donc moi, c'est mon impression. C'est vraiment l'esprit que j'ai voulu mettre dans le bouquin et dans tous les bouquins. C'est comme ça. Je veux être rassurante, effectivement, tout en étant dans le respect de la vie, mais tout en étant confrontant aussi, effectivement. Et effectivement, ne pas pointer du doigt. Parce qu'effectivement, des bouquins qui disent et voilà, si vous ne dormez que 6 heures par nuit, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça va vous arriver. Faire lire ça à quelqu'un qui a déjà un problème du sommeil, c'est horriblement angoissant, en fait. Oui. Et donc, moi, je suis pas comme ça, en fait, effectivement. Et donc, c'est pas le but, parce que ça sert à rien de culpabiliser les gens. C'est pas... Pour certains, oui. Je dis parfois, hein, j'aime pas catégoriser les gens, mais en quelque sorte, en termes de sommeil, il y a peut-être 2 grandes catégories. Il y a ceux qui veulent ou qui aspirent parce que parfois désespérément à dormir, mais qui n'y arrivent pas. Hein, Oui, donc ça, c'est ça. sûr que le livre s'adresse à eux. Puis il y a ceux qui sont tout à fait capables de dormir, mais qui ne le veulent pas. Hein, pour qui dormir, c'est une perte de temps, etc., etc. Hein, je les appelle un peu les machos du sommeil. Et pointer du doigt, parfois, pour eux, ça peut être un wake-up call, si on veut. Mais voilà, tout en étant clair que c'est peut-être la deuxième catégorie, hein, ceux qui sont volontairement en dette de sommeil, qui vont avoir beaucoup plus de conséquences au niveau de leur santé que le premier groupe, en fait. Et justement, par rapport à ça, je voulais revenir avec toi avec par rapport à certains cas de dette du sommeil ou de problèmes de sommeil, etc., etc., et l'importance du sommeil à travers différentes catégories je dirais pas plusieurs catégories de personnes et de tranches d'âge. Oui. Par exemple, moi, ce que je remarque souvent, et ça m'est arrivé à moi aussi, quand on est adolescent, on dort pas beaucoup. Alors, on dort pas beaucoup parce que nos parents nous disent oui, il faut aller au lit, mais quand on devient adolescent, on veut faire tout le contraire de ce qu'on nous dit, évidemment, parce qu'on sait tout sur la vie. Et donc, on dort pas beaucoup parce que soit on passe ses soirées au téléphone avec ses amis, soit on préfère, certains adolescents aiment bien les jeux vidéo, certains adolescents aiment bien la musique, certains aiment lire aussi. Et en fait, je voulais un petit peu revenir parce que je pense que ça commence aussi là, Oui. les problèmes de sommeil Tout à fait. et les mauvaises habitudes. Oui. Et donc je voulais un petit peu revenir avec toi. Est-ce que tu as déjà eu des cas d'adolescents avec des problèmes de sommeil? Qu'est-ce que tu conseillerais, alors éventuellement aux parents, évidemment, mais aux adolescents? Alors juste... pas besoin de donner toute une... Non, quelques éléments. Oui, voilà. j'ai d'ailleurs inclus un petit chapitre là-dessus dans le livre aussi, parce que c'est tellement pertinent, effectivement. Donc, il y a déjà pas mal d'études qui ont clairement démontré que c'est cette population qui est justement très vulnérable, parce que leur cerveau est encore en train de se développer, qu'il y a un manque de sommeil, et c'est pas mal lié à l'utilisation des médias digitaux, smartphones, gaming, etc., comme tu dis, mais aussi en partie lié à l'évolution de ce qu'on appelle le biorhythme. Hein. Donc, on est tous en quelque sorte un peu couche-tôt, ou disons plutôt neutre au couche-tard. C'est environ 30% déterminé par une constitution génétique. Et les jeunes, les adolescents, de par leur évolution hormonale, deviennent plutôt des couche-tard. Ajoute à ça la stimulation mentale par les médias sociaux, etc., la stimulation lumineuse par les écrans et le fait que les écoles commencent beaucoup trop tôt.
beaucoup trop tôt, ça fait qu'ils sont effectivement en manque de sommeil. Et comment y remédier? Bon, on commence effectivement par être clair et net et mettre un cadre en tant que parent aussi. Et dès qu'ils sont jeunes, en fait, il faut commencer dès qu'ils sont jeunes à ne pas accepter que le smartphone rentre dans la chambre, ne fût-ce que la nuit. Chez nous, nous on a deux enfants qui ont entre-temps 21 et 18 ans, mais la question ne s'est jamais posée, on n'a jamais eu, ça n'a jamais été un point de discussion parce que c'était clair et net que le téléphone n'est pas dans la chambre. Comment est-ce que je sais que mes enfants sont là? Ben, je vois le téléphone qui est en bas. Et ça devrait être accessible. Évidemment, une fois que c'est déjà implémenté depuis longue date, c'est un peu plus difficile de retour en arrière, mais il faut vraiment, il y a beaucoup d'études aussi par rapport à la santé mentale. Beaucoup de jeunes sont fatigués, la santé mentale, le bien-être mental des jeunes n'est pas bon et il y a énormément de facteurs qui jouent un rôle là-dedans. Mais on peut effectivement, je pense, y remédier en partie en leur permettant. Et il faut les éduquer aussi par rapport. Il faut donner des clés, il faut donner des explications claires, simples, compréhensibles aussi, des prises de conscience par rapport à ça. Et eux, ils doivent comprendre what's in there for me. Hein, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Qu'est-ce que je vais gagner moi? Et donc, il faut tenir un discours constructif par rapport à cela et faire de sorte que le soir, on permet au cerveau de capter les signaux externes qu'effectivement, c'est le moment de passer de l'état d'éveil vers l'état du sommeil. Et ça demande des signaux externes corrects. Et si on est sur son téléphone jusqu'au moment où on va dormir, etc. Même écouter un podcast en s'endormant, c'est pas l'idéal. C'est un apprentissage, c'est un peu un réapprentissage. Idéalement, les écoles, à partir de 16 ans, commencent au moins 30 minutes plus tard aussi. Ce serait bien. Ouais. Il y a des études menées là-dessus, surtout en Angleterre aussi, et qui ont clairement démontré que les résultats scolaires, les états dépressifs, etc., s'amélioraient de manière significative si on faisait ça. Donc ça, c'est déjà un élément, faire de sorte qu'il bouge. Hein, donc ça, c'est aussi le mouvement, l'activité physique, ultra important, évidemment. Donc ça, c'est deux petites clés déjà. Oui, c'est une chose qu'on a noté beaucoup aussi, c'est la diminution de l'activité physique avec l'arrivée des smartphones et des jeux vidéo, etc. etc. Ouais. Beaucoup d'adolescents bougent de moins en moins. Oui. Alors c'est assez paradoxal parce qu'ils bougent de moins en moins, mais en même temps il y a beaucoup de body shaming dans l'adolescence. Oui, donc il y a beaucoup les réseaux sociaux participent beaucoup à ça aussi, puisque on voit des femmes et des hommes avec des physiques incroyables et des choses comme ça. Et alors tout de suite on a cette image de soi-même qui est complètement pas correcte, puisque en réalité 99% de la population ne ressemble pas à ça. Exactement, oui. Et puis c'est de toute façon travaillé, trafiquer les photos. Exactement. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu par rapport à ça. Mais c'est clair que pour moi, c'est un sujet très, très important. Et ça rentre dans la partie éducative des parents, puisque c'est les parents qui doivent... École, parents, effectivement, tout ça, mais de manière constructive, et potentiellement parler plus du sommeil à l'école aussi. Oui, tout à fait. Il devrait avoir un cours. Je trouve qu'il devrait avoir un cours dans la programmation scolaire. Effectivement. Je pense que ça peut rentrer aussi dans les programmes d'éducation physique. Oui. Ça a à voir avec le bien-être et donc les profs d'éducation physique. Si vous m'entendez, chers collègues, vous pouvez introduire ce sujet-là auprès des élèves. C'est pas juste donner un ballon et faire courir, mais aussi... je dis aussi toujours bouger et trouver le pouvoir du sommeil aussi, parce qu'il y a clairement des études qui ont démontré le lien entre quelqu'un qui bouge au moins 30 minutes, bouger, hein, donc c'est pas que le sport en fait, c'est même juste l'activité physique, bouger 30 minutes par jour fait de sorte qu'on dort mieux, en fait aussi. Donc, c'est aussi un élément qui est relativement facile à atteindre, en fait. Clairement. Et par rapport au sujet, le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est est-ce qu'il y a des différences pour toi entre les hommes et les femmes au niveau du sommeil? Est-ce qu'il y a
des études ou est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur des différences, alors que ce soit au niveau hormonal, que ce soit... voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, on a déjà pas mal parlé de l'insomnie, d'être trop réveillé la nuit. Un autre trouble du sommeil assez fréquent quand même, c'est le syndrome des apnées du sommeil. Donc, c'est moins respirer pendant la nuit. Ça demande quand même plutôt une approche médicale déjà. Donc, ça, j'en parle très peu dans le livre, c'est voulu. Mais les hommes en souffrent plus que les femmes, par exemple. Ouais. Donc, c'est c'est physiologique, c'est l'anatomie, c'est le poids, la répartition du poids, etc. Donc, au-delà de 50-55 ans, les hommes et les femmes se rattrapent à ce niveau-là. Par contre, il est clair que l'insomnie survient plus fréquemment chez la femme. Et surtout au-delà de 50 ans. Et donc, oui, les hormones jouent un rôle. Les hormones féminines, comme les œstrogènes et le progestérone, sont stabilisateurs, en fait, sont des co-régulateurs. Donc, l'hormone du sommeil, la mélatonine, et les œstrogènes co-fonctionnent, en fait, chez la femme. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, la ménopause, par exemple, très connue. Donc, il y a une entité, donc, parce qu'on a des petites étiquettes pour tous les troubles du sommeil. On a tout un classement, si on veut, mais il y a effectivement une petite étiquette rien que pour les troubles du sommeil liés à la ménopause. Et donc là, les hormones jouent un rôle. Et c'est pas que les vapeurs, mais c'est aussi effectivement, c'est vraiment la régulation du sommeil qui devient un petit peu ébranlée. Donc à ce niveau-là, il y a clairement une différence. Il y a aussi un trouble qui s'appelle les troubles du jambes sans repos, par exemple, ou le soir, typiquement. Donc, c'est vraiment une atteinte un peu rythmée. C'est typiquement quelque chose qui va survenir plus dès qu'on s'assied le soir, dès qu'on se met au calme le soir. Les jambes vont on va ressentir une sensation très désagréable qui nous oblige à bouger les jambes, par exemple. Là, c'est entre autres lié à certains paramètres ferriques dans le sang. Et là aussi, les femmes en souffrent un peu plus. Mais c'est aussi lié effectivement au fait qu'on a des règles, quand il y a des grossesses, tout ça, ça joue un rôle là-dedans. Donc ça, c'est déjà pour donner quelques exemples. Donc il y a clairement des différences. Oui, c'est quelque chose... La question a une raison d'être, c'est parce qu'en fait, à travers moi, mon expérience en tant que coach, j'ai souvent des clientes arrivées à un certain âge, alors ça peut être avant 50 ans, après 50 ans, qui se plaignent de différents symptômes. Et donc, quand je fais la liste des raisons potentielles, souvent, ce qui revient souvent à l'avant, c'est la ménopause. Parce que elles se sentent stressées, elles se sentent fatiguées, elles ont plus de courbatures musculaires, plus de problèmes articulaires, des choses comme ça. Et en même temps, elles ont du mal à dormir correctement. Et donc tout ça, et souvent, elles mettent du temps avant de consulter un spécialiste. Et donc, tout devient problématique. Et elles ne se rendent pas compte souvent qu'en faisant juste un petit geste, en allant voir un spécialiste, en prenant les bonnes décisions au bon moment, ça peut vite renverser les choses. Effectivement, ça ne doit pas être un fait accompli, c'est clair. Oui, tout à fait. Il y a des femmes même qui m'ont déjà dit que l'état de la ménopause est pour eux près d'un état de burn-out, en fait. Donc, il y a des femmes qui comparent le burn-out avec tout ce qu'elles ressentent pendant la ménopause. Et effectivement, il y a énormément de solutions pharmacologiques, mais aussi non pharmacologiques. Donc, c'est bien toujours de viser sur les deux qui peuvent quand même en grande partie soulager les troubles du sommeil, certainement, mais du coup aussi les troubles physiques. C'est peut-être un petit peu une histoire de l'œuf et la poule, je pense aussi. Mais c'est clair que là, on alimente l'autre à ce niveau-là. Et est-ce qu'en termes de justement médicaments, est-ce que toi, en tant que spécialiste, tu vas avoir plutôt recours à
au côté pharmaceutique ou plutôt au côté plutôt naturel et d'abord essayer tout ce qui est alternatif, tout ce qui est possible de faire Oui, au niveau de la nutrition, par tout à exemple, au fait, niveau oui. avant de prendre une décision concernant les Très traitements. peu de pharmaceutiques, très très peu, même très peu de phytopharmaceutiques, hein, donc très peu de phytothérapie, très peu de traitements alternatifs, parce que, comme j'ai déjà dit, le sommeil ne sort pas d'une boîte. Et en général, quand on a un trouble du sommeil, il est souvent multifactoriel, donc il faut effectivement aller voir. Et donc, c'est beaucoup plus effectivement par rapport au mode de vie. Hein, je dis souvent aussi, bien dormir, c'est un mode de vie et c'est un état d'esprit. Et on peut tout à fait travailler sur les deux de manière constructive. Et donc, c'est absolument rare, en fait, c'est plutôt exceptionnel que je vais prendre recours à une prescription médicamenteuse. Oui, dans certains cas, comme par exemple les jambes sans repos, qui souvent aussi ont leur analogue nocturne, qui sont les mouvements périodiques des jambes. On ne le ressent pas, mais on fait des petits mouvements des jambes pendant la nuit. Personne ne le remarque. Il faut faire un test du sommeil pour faire le diagnostic, mais ça micro-fragmente le sommeil. Oui, là, il y a quelques traitements maintenant préétablis qui sont quand même assez safe, hein, donc sur le long terme, qui ne sont pas addictifs. C'est pas comme des somnifères, par exemple. Mais là, oui, là, il faut donner des traitements médicamenteux. Mais pour tout ce qui est insomnie, c'est extrêmement rare que je vais prescrire quelque chose, quoi que ce soit, parce que c'est effectivement, c'est se prendre en charge par tous les autres aspects qui fonctionnent, parce que les traitements cognitivo-comportementaux de l'insomnie, hein, pour dire en un long mot, ce qu'on utilise parfois, la thérapie du sommeil. Je ne vais pas utiliser le mot coaching parce que je trouve que c'est pas à sa place dans ce contexte-ci. Mais c'est ça qui fonctionne. C'est sur cette méthode-là que mon livre est basé aussi. Tout en ajoutant beaucoup d'attention au niveau cognitif, parce que c'est là que ça se joue aussi, hein, les croyances limitantes, les croyances négatives, les frustrations, les émotions négatives. Il faut avoir une écoute par rapport à ça. Ouais. Alors tout à l'heure, tu parlais on parlait des femmes justement rapidement et je voulais juste revenir sur le sujet parce que pour moi c'est quelque chose j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir qui sont des femmes et, et justement par rapport aux femmes qui sont enceintes ou qui par exemple veulent avoir des enfants, est-ce que le sommeil peut aussi avoir un rôle éventuellement régulateur pour au niveau hormonal, justement on parlait des hormones tout à l'heure. Donc maintenant au niveau de la femme que l'homme, ceci dit, hein, donc bien dormir influence positivement la fertilité, tant pour l'homme que pour la femme en fait. Oui, tout à fait. Bien dormir, si on aspire à faire un enfant, avoir un enfant, c'est très important de soigner son sommeil, effectivement. Oui. Et en termes de grossesse, parfois j'ai des clientes qui sont enceintes et qui ont des problèmes de sommeil. Je pense que voilà, c'est dû aussi à tous les changements qui se passent dans le corps, etc. etc. Est-ce qu'elles doivent tout de suite en référer à leur médecin traitant? Est-ce qu'elles doivent juste prendre leur mal en patience et Non, dire... je pense qu'effectivement, il faut garder le seuil bien bas pour consulter. Soit médecin traitant, soit effectivement spécialiste du sommeil, si clairement, parce que effectivement, les jambes sans repos, très fréquent pendant la grossesse, lié aussi au manque de fer, par exemple. Donc là aussi, parfois avec des petites choses, ne fût-ce que des adaptations positionnelles au lit. Il y a des choses effectivement qu'on peut faire pour améliorer. Et à partir de combien de temps tu estimes que quelqu'un doit aller consulter un spécialiste du sommeil? À partir de combien de temps? Alors, d'après ma compréhension, c'est 2 semaines en moyenne, 2-3 semaines de sommeil irrégulier, de problèmes
Oui, donc dès que ça commence à mener sa propre vie et qu'on sent que ça échappe au contrôle, en fait, que ça commence effectivement à mener sa propre vie, parce que c'est là que la spirale vicieuse, allez, le cercle, la spirale négative va se mettre en route, et que ce seront les angoisses, les inquiétudes qui vont devenir l'alimentation du petit monstre de mal dormir. Donc là, certainement, parfois une insomnie aiguë, hein, donc parfois on a vécu quelque chose de traumatisant, de très émotionnel, etc. Là, parfois aussi, c'est pas mal justement pour éviter que ça ne se déchaîne. Oui. Je pense qu'il faut ne pas hésiter, parce que ça aussi, il y a parfois encore l'idée reçue, entre autres encore, parfois même chez les médecins traitants. Ah oui, mais il ne faut pas aller voir un spécialiste du sommeil, parce que de toute façon, il faut que des tests du sommeil pour chercher les apnées du sommeil. C'est pas du tout le cas. Hein, donc, un test du sommeil sert à énormément de choses, à voir, à mettre vraiment objectivé combien est-ce qu'on dort réellement, combien de sommeil profond, combien de sommeil léger, sommeil paradoxal, etc. Par rapport aussi à ma perception du sommeil, parce que beaucoup de gens ont une pensée très négative du sommeil, tandis qu'ils dorment nettement mieux qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Donc déjà, c'est très utile pour les mettre sur le rail, les rails de la confiance aussi, élément ultra important. Donc un test du sommeil sert aussi à justement chercher toute cette petite chose dans la microstructure du sommeil qui nous échapperont si on ne les fait pas. Et il y a justement souvent des clés thérapeutiques, des conséquences thérapeutiques à renouer par rapport à ce qu'on voit. Mais à nouveau, hein, donc, il est très important que ce soit fait dans un centre où on ne regarde pas que les apnées du sommeil, parce que nombreux sont malheureusement encore les gens qui vont consulter, qui ont un test et qui reviennent. Ah oui, ils m'ont dit que j'avais pas d'apnée. Et puis alors, ah ben rien. Donc ça, non, ça c'est dommage en fait. Parce que si on fait les démarches, il faut quand même effectivement que ça soit pris en charge de manière holistique aussi. Ça, c'est très simple. Nous, on a un centre pluridisciplinaire et c'est riche parce qu'il faut en fait. Ouais, donc c'est certainement donc c'est pas que pour les apnées du sommeil qu'on va se faire tester le sommeil. Donc ça, c'est important aussi qu'on enlève cette idée reçue. Oui, effectivement. Moi, j'ai déjà eu le cas où j'ai conseillé à une personne d'aller faire des tests du sommeil et elle est revenue, elle m'a dit exactement ça. C'est ça. Et donc, moi, j'étais un peu sans armes parce que pour moi, si on va voir un spécialiste, c'est au spécialiste de démontrer s'il y a un souci. Donc, à partir du moment où la personne a dit « j'ai été voir un spécialiste, j'ai pas de réponse », oui, ça c'est dommage. qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est ça un peu je pense que des fois c'est un peu la problématique, c'est que les gens se sentent un peu perdus. Ils vont voir un spécialiste et ils en sortent toujours aussi perdus. Et donc c'est un petit peu un petit peu complexe. C'est malheureux effectivement, et j'empathise complètement, et on devrait. Mais là bon, aussi, c'est le cas pour tous les métiers. Hein. C'est pas juste, c'est pas une question de voilà. Moi j'ai ça aussi dans mon métier, et souvent j'ai des gens qui ont été voir 5, 6, 7 coachs avant de venir me voir et de dire c'est le dernier. Vous êtes le dernier que j'essaye. Sinon, Amine, si ça marche pas, je sais, je passe par là toujours. Merci du compliment, je le prends volontairement. Alors, pour revenir un petit peu à tout ce côté-là du sommeil et au cas par cas, j'aimerais vite revenir sur le sport et le sommeil, parce que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup. Souvent, j'ai des personnes qui viennent chez moi et qui me disent « Ah, je veux commencer le sport. » Par exemple, j'ai 40 ans, je veux commencer le sport. J'ai jamais fait de sport de ma vie. Je veux commencer le sport. Et généralement, ces personnes-là, les premières choses qu'elles font quand elles commencent, c'est qu'elles augmentent leur activité physique de manière drastique. Elles vont se priver de nourriture et c'est tout. Et donc ça, c'est voilà. Et tout ça en gardant le même rythme de vie à l'extérieur. Et donc la problématique, c'est que ce que je vois moi, c'est que ces gens-là ont des problèmes très très vite. Pourquoi? Parce que on peut pas changer un seul élément ou deux éléments dans sa vie sans changer tout le cadre en général. Et pour moi, le sommeil passe avant la nutrition. Dans mon
les étapes que je conseille aux gens, tout simplement pourquoi? Parce que le sommeil, c'est ma vision, hein. Après, on pourra en débattre, mais pour moi, le sommeil, c'est la chose la plus facile avant la nutrition à faire. C'est-à-dire, la première, c'est faire l'activité physique. C'est la chose la plus facile. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est le plus facile est fait. Vous êtes venu, vous avez fait du sport. Maintenant, il y a deux choses qui restent un peu plus compliquées que faire du sport et bouger. C'est faire attention à son sommeil et la nutrition. Et souvent, je mets la nutrition un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça devienne une obsession. Et donc, je laisse les gens d'abord prendre la vague du sport, de s'habituer à faire du sport et de venir au sport. Et en parallèle, j'essaye de leur mettre dans la tête que dormir mieux, c'est important. Et après, tu me diras aussi si dormir mieux ou dormir plus, c'est plus important. Parce que ça aussi, il y a quelque chose à faire, il y a une nuance à faire là-dedans. Et donc voilà, moi je voudrais ton avis par rapport à ça. Au niveau de l'activité physique, j'ai pris 40 ans parce que c'est souvent le réveil pour beaucoup de gens. C'est souvent le wake-up call à 40 ans. C'est qu'on se réveille et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux rattraper, etc., etc. Et donc, ton avis par rapport à ça? Oui, donc effectivement, tout d'abord, l'un n'exclut pas l'autre. Hein, c'est clair que le pouvoir du sommeil, le pouvoir de vie se nourrissent l'un l'autre. C'est vice-versa. Mais c'est vrai que, par exemple, dans mon livre aussi, d'ailleurs, je compare la méthode avec un repas de fête. Et donc, ce que tu viens de dire aussi, on essaie un peu ça, ça ne marche pas, effectivement. Il faut effectivement une approche un peu systématique. Et donc, le repas de fête, c'est quoi? Si on va effectivement juste bouger, c'est pas que ça qui va permettre à mieux dormir. Hein. Donc, il y a des gens qui disent, oui, mais je fais 10 000 pas par jour et je dors toujours aussi mal. Je dis, oui, c'est normal. C'est tout à fait compréhensible parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments différents. Hein, si on fait juste un peu de méditation ou juste un peu de sport, on dit, mais alors je vais mieux dormir. C'est un peu comme, ok, je mets les ingrédients à table et bonjour les invités, venez manger mon repas de fête. Donc, ça marche pas. Donc, effectivement, c'est toute la préparation. C'est acheter les ingrédients, les choisir les recettes, les préparer, l'entrée. Et donc, à la fin, quand on a fait toutes les étapes, et c'est vrai que la nutrition, il fait partie, mais vient effectivement plutôt à la fin, chez moi aussi, tout en sachant que c'est aussi important. C'est à la fin, quand on a parcouru toutes les étapes, qu'on aura cette magnifique repas de fête qu'on va pouvoir partager parce qu'on a retrouvé notre énergie et le sommeil réparateur. Donc, oui, en quelque part, je te suis là-dedans, tout en étant sur les gardes de ne pas... L'un n'exclut pas l'autre, surtout pas. L'un applique l'autre, mais on peut se permettre d'aller au pas par pas et d'accepter aussi d'aller au pas par pas. Hein. Chaque petit pas est un pas gagnant et donc effectivement se permettre effectivement d'évoluer là-dedans progressivement tout en sans sauter les étapes en fait. Ça c'est important. Ouais. Et donc, on va plus parler de style de vie plutôt que de changements ponctuels. Oui, exactement. C'est un mode de vie, des choses qui s'incorporent progressivement. C'est pas pour rien que le livre, c'est un programme sur 12 semaines. Hein. Le sous-titre, c'est 12 semaines pour retrouver votre sommeil et votre énergie. 12 semaines, selon certaines études, serait une bonne période qui permet aux gens, nous permet de développer des nouvelles habitudes. En fait, de les incorporer, de faire de sorte, effectivement, que ça soit incorporé dans nos modes de vie, nos styles de vie. Donc, oui, voilà. Donc, c'est effectivement... Et on peut prendre plus de temps aussi. Hein, donc, rien ne nous empêche. Il ne faut pas aller à la vite. Ça ne sert à rien, de toute façon. Donc, je reprends un peu l'exemple du repas de fête. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut planifier aussi. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on ne prend pas une décision comme ça du jour au lendemain en attendant des résultats rapides. Oui. Mais c'est quelque chose avec laquelle on doit planifier, décider de
Oui. quelles sont les étapes à suivre, suivre les étapes Tout à de fait. manière un peu disciplinée Oui. et être patient. Mhm. Je pense que c'est pour par rapport à, à cet exemple-là, je pense que vraiment c'est très parlant. Mhm. Moi, quand je l'ai entendu, quand tu me l'as dit la première fois, ça m'a vraiment fort parlé en disant ah, c'est vrai que c'est un exemple aussi que je peux reprendre pour moi, pour mon travail, parce que c'est exactement la même chose. Oui, effectivement, c'est pareil. C'est tout un cadre, Oui, en fait, oui. Toi aussi, concret. tu commences avec des exercices ou juste des assouplissements ou peut-être juste, je me Exactement. souviens, quand j'ai commencé chez toi, il y avait une séance où j'ai fait des mini-massages avec le peanut pendant toute une séance, quoi. Et après, tu dis, ah, mais je viens pour faire du sport. Ben oui, en fait, c'est aussi, et C'est ça, ça fait partie, effectivement, de tout le parcours. Et c'est ça. dans la prise en charge, effectivement, de ces retrouvailles avec les bras de Morphée, C'est ça. c'est pareil, effectivement. Donc, c'est tout à fait normal d'accepter de se donner le temps et d'y aller étape par étape, sans en omettre, en fait. Oui. Super, Mm. super. Franchement, moi, c'est un exemple qui me parle énormément. Et toujours quand je parle avec mes clients et que je leur explique qu'est-ce qui doit être mis en place, je parle toujours de style de vie. Il Oui, faut mettre un cadre, un style de vie et faire confiance au process aussi. oui, Ne pas être impatient, attendre que les choses se construisent progressivement. Et enfin, le Graal, le mm, résultat, oui, c'est quelque chose qu'on obtient, mais c'est quelque chose qu'on maintient aussi. oui. Euh, Très important, effectivement, c'est très parce important. que souvent, les gens suivent un process et puis quand ils arrivent à la fin du Oui, process, encore hier à ma consultation, effectivement, des gens qui avaient suivi parce qu'on travaille avec deux psychologues qui sont aussi spécialisés dans la méthode et quelqu'un qui avait effectivement fait tout le cursus et qui dit oui, oui, ça va déjà un peu mieux. Et donc, on a eu toute une discussion par rapport à ça, justement, continuer à appliquer que c'est work in progress. Hein, donc, c'est vraiment une, toujours une évolution en cours, en fait. Et dire oui, c'est vrai que. Et donc, on attend. Et donc, c'est pour ça aussi que dans le livre, j'ai ajouté effectivement un extra chapitre où, OK, là, ça va bien. Qu'est-ce que vous allez faire, les petits outils pour justement maintenir les progrès et éventuellement évoluer, progresser davantage exactement, ouais. encore après. Donc là, oui, effectivement, c'est important. Oui, le modèle de changement et le maintien des améliorations, des progrès obtenus pour effectivement euh, les donner longue vie, quoi. Oui, Ouais. effectivement, effectivement. Et pour reprendre l'exemple tout à l'heure de l'œuf ou la poule, Mm. justement, c'est un sujet qui revient très souvent, c'est le sommeil et le stress. Mm. Alors, est-ce que le stress vient du manque de sommeil? Est-ce que le manque de sommeil vient du stress? C'est ça un Oui. peu et selon ton expérience, ton expertise, est-ce Mm. que tu considères qu'on devrait d'abord s'occuper du stress ou qu'on devrait d'abord s'occuper du sommeil? Oui, non, la distinction ne se fait pas. C'est vrai que c'est bidirectionnel, c'est clair, hein, mais souvent ça commence quand même, et c'est d'ailleurs un modèle d'explication d'insomnie tout à fait validé. Donc souvent c'est quand même quelque part, le stress en tant que tel, il est normal. On a tout le temps du stress. Hein. Stress, c'est action-réaction. On pousse sur la pédale de gaz, on accélère, on fait un sprint. On produit des hormones de stress et c'est bien parce que ça nous réveille, ça nous met en action, ça nous permet d'obtenir des choses, d'être dans une belle performance Je en vais quelque juste sorte. t'arrêter Ouais. pour juste pointer le doigt sur le fait que le stress, c'est pas toujours négatif. Ah, et absolument, oui, tout à fait. Et Oui, c'est important aussi que les gens oui, prennent conscience de oui, ça. oui. Donc ça, Euh, c'est un stress aigu. On en a tout le temps. Hein. L'exemple tout à fait anodin. On est, par exemple, dans la rue et comme tu m'en avais parlé, tu voulais traverser et tout d'un coup, wap, il y a un bus qui a failli oui, 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 t'enlever c'est de la ça. rue. Et qu'est-ce que tu as pu faire tout de suite?
tu as fait un saut en arrière. Ouais. Et donc ça, c'est une réaction de stress. C'est utile. Hein. Donc effectivement, on sait que c'est ancien, c'est hyper ancien. Le Néandertaleur était déjà capable de le faire pour que quand il était confronté au grand méchant lion, il pouvait soit le battre, combattre, soit s'enfuir. Hein, donc c'est ancien. Mais donc jusque-là, tout va bien. Le problème est souvent que par à nouveau mode de vie ou personnalité joue un rôle là-dedans, ou voilà la façon dont on est face à ses responsabilités, ses devoirs, etc., que on ne relâche pas le sprint, en fait. Donc, on commence à courir un marathon. On est tout le temps dans l'activation, tout le temps le stress. Et l'accumulation fait de sorte qu'effectivement, on arrive dans un état d'hyper-excitabilité. D'ailleurs, hein, donc c'est cela même qui a été démontré qu'au niveau corporel, au niveau cellulaire, au niveau neuronal, on voit qu'il y a un état d'hyper-excitation qui s'installe. En anglais, on dit très joliment hyper-arousal, être trop réveillé, en fait. Et c'est cet état même qui est une des causes de l'insomnie. Hein. Un insomniaque dort, mais est trop réveillé pendant la nuit. Il y a trop de réveil. Et ça, à nouveau, va évidemment engendrer des frustrations, des pensées négatives. Et je vois mon compagnon de lit qui dort et moi, je suis là réveillée et c'est pas juste. Et demain, qu'est-ce que ça va donner parce que je dois travailler, je dois fonctionner, ça va pas aller, je dors mal. Et toute cette négativité est à nouveau source de stress. Et là, la boucle est bouclée. C'est ça, ouais. Hein, donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est souvent la stress qui est à la cause, qui est une des causes, et puis un cercle vicieux qui se crée. Après, effectivement, hein, donc c'est là que ça devient bidirectionnel. C'est fait que mal dormir est, comme je viens d'expliquer, à nouveau une cause de stress. Ouais. Donc, il s'agit, et c'est un des outils, à nouveau, hein, c'est pas que s'occuper du stress qui va se permettre de sortir de ces troubles du sommeil, c'est un des outils. C'est effectivement, c'est de se rendre compte, effectivement, oui, ça se traduit comment? Ah, le soir, j'arrive pas à m'éteindre la tête. J'ai le cerveau qui tourne en boucle, mes pensées qui tournent en boucle. Autre façon dont cela se traduit, c'est le soir, on est fatigué, on se sent épuisé, mais tout tendu. Ouais. Et donc, on veut qu'une chose, c'est de se coucher, de se dormir, mais ça ne va pas parce qu'on se sent tout tendu. Alors, si les écouteurs, ceux qui se reconnaissent là-dedans, ils sont dans ce cercle vicieux. Ouais. Et donc, il s'agit effectivement là de, OK, action-réaction, la première étape, on l'accepte, mais on coupe le pont. Et donc, c'est pas pour rien qu'un de mes fils rouges, c'est que bien dormir commence dès le matin. Donc, une bonne nuit de sommeil commence dès le matin. Et c'est en incorporant beaucoup de mini-moments de déstress dans la vie déjà, et donc qui peuvent déjà aider à diminuer ce sprint. En fait, chaque fois, faire de sorte que ces niveaux de stress, hormones de stress diminuent. Donc, plusieurs mini-moments par jour en valent un grand aussi, en fait. Et donc, parce que j'ai des gens qui disent « Oui, mais j'ai pas le temps ». Parce que, voilà, bon, déjà, quand on dit « j'ai pas le temps », c'est il est grand temps. C'est ça, c'est ça. C'est sûr. C'est ça, exactement. Ça, c'est sûr. Mais voilà, donc l'idée, c'est que, oui, c'est accessible à tout le monde, mais voyons par tous les petits moments dans la vie, hein, on doit tous se brosser les dents, on prend tous de temps en temps une douche, j'espère, on mange, c'est de faire de ces moments de vie où de toute façon on décroche, des vrais moments d'anti-stress aussi, par exemple, de se permettre le soir, avant d'aller dormir, avant d'aller dans la chambre, de faire un exercice d'étirement et ou de respiration, par exemple. Ça, pour moi, je le fais tous les soirs. Je suis une bonne dormeuse. Mais je pense que dans ton livre, on découvre vraiment ces tactiques. Voilà. C'est un peu des tactiques. C'est la partie de ma méthode. Des outils pour pouvoir un petit peu, justement, si on fait face au stress, comment relâcher la pédale tout doucement, comment préparer, etc. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve vraiment idéal Et c'est un élément, parce que c'est vrai que, et ça c'est clair et net, je le vois dans ma pratique aussi, c'est que travailler au stress ne suffit pas aussi. Parce que c'est pas que le stress, c'est toute une série de choses. Et justement, je pense qu'il y a, pendant tout un temps, on a culpabilisé les gens d'être stressés. Souvent, on les culpabilise. Ah, mais t'es trop stressé. Ah oui, mais tu dois relâcher. Tu dois. Et en fait, je pense que réellement, le stress, quand on comprend d'où il vient et pourquoi il existe, on arrive à aussi mieux le rationaliser. Ça devient quelque chose de rationnel et pas quelque chose d'émotionnel. Et quand on arrive à rationaliser les choses, on peut les traiter plus facilement aussi. Exactement. Et je pense que, justement,
beaucoup de gens ont aussi du mal à comprendre quels sont les différents cycles d'une journée. Donc comment on peut réguler sa journée et par rapport aussi à nos différents cycles. Tu parles aussi de ça. Et je pense aussi c'est à nouveau le manque d'éducation. Donc on fait un peu une boucle, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au départ, c'est le manque de connaissances par rapport à soi, à comment on fonctionne. Oui. Et je trouve ça très très drôle. Souvent, j'explique moi à mes clients que c'est quand même fou. J'ai des clients qui ont fait 7 ans, 10 ans d'études, 12 ans d'études dans un domaine. Ils sont hyper spécialisés dans ce domaine-là, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et je dis, mais quand même, ta responsabilité, c'est toi. En premier, avant de connaître le monde et qu'est-ce qu'il en est dans la planète et qu'est-ce qui se passe autour de toi, l'important c'est toi. Parce qu'on est quand même le centre de notre vie. Ça, c'est quand même une chose importante à se rendre compte, c'est qu'on est le centre de sa vie et si on se laisse aller, tout ce qui gravite autour de nous fonctionne de moins en moins bien. Oui. Et ça, je pense que tu le vois aussi dans ta pratique à toi, que les gens, en fait, en dette de sommeil, perdent aussi de plus en plus la main sur le reste de leur vie. Oui, ça rajoute effectivement au cercle vicieux. Et ça crée un stress. On s'isole socialement et justement, on sait que les contacts sociopositifs aident à mieux dormir, par exemple, parce qu'on est trop fatigué, mais il y a d'autres éléments qui se rajoutent à ce niveau-là, au niveau du cercle vicieux. Oui. C'est très impressionnant à quel point on a mis du temps à comprendre toutes ces choses sur le sommeil et je pense qu'on en a encore plein à découvrir. Oui, oui heureusement. Et mais juste pour renouer sur une chose que tu disais tout à l'heure, c'est gérer son stress autrement, faire face à son stress, en fait le rationaliser. C'est pour ça que j'ai ajouté pas mal d'outils qui sont issus de la métacognition, qui est un beau mot pour effectivement apprendre à utiliser ce réseau neuronal qu'on a. On a les outils cérébraux par rapport à ça. On a cette capacité. Il faut juste un peu l'entraîner aussi. Tout à fait. C'est aussi un apprentissage d'activer ces réseaux qui nous permettent effectivement de prendre distance par rapport à une difficulté. C'est dire, voilà, ou de réfléchir sur la façon dont on réfléchit ou de réfléchir sur la façon dont on rumine, par exemple. Donc, j'ai fait aussi un peu d'études de philosophie à l'époque. Et j'adore, moi, les stoïques. Je suis très stoïque, moi aussi, si tu veux. Donc, et une des choses qu'Épictète disait, par exemple, c'est que les choses ne sont pas vraiment telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Et donc, ça veut dire quoi? Dans une situation donnée, lorsqu'il y a une grande difficulté et on ne peut pas changer la situation, ce qui est souvent le cas, on a toujours les moyens d'appréhender, d'approcher, de gérer la situation différemment. Et ça vaut pour tout, pour les difficultés au sein du sport, pour les difficultés par rapport au sommeil, de la vie, le stress, etc. Et c'est puissant, je trouve. Ouais. Et donc, il y a un outil là-dedans, rien que pour mettre ça en exercice, en fait. Oui. J'avais lu un livre qui parlait justement du contrôle des choses en général dans la vie, le travail, etc. etc. Et l'auteur faisait référence à la gravité. Donc il disait il y a des problèmes qui sont d'ordre gravitationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire. Oui. La gravité existe. Oui, voilà. Ah, oui, c'est joli. Et donc, en fait, quand on est absorbé par la gravité, on tombe. Et c'est comme ça, on peut très peu lutter contre la gravité. Et ce qui nous permet, et puis il y a des choses qui ne sont pas d'ordre gravitationnel et qu'on peut gérer. Oui. Et donc, et même sur la gravitation, si de toute façon il faut tomber, on peut encore gérer la chute. Exactement, c'est ça, on peut gérer la chute. La façon dont on atterrit. Exactement. Et donc c'est ça que je trouve très, très intéressant et ça va nous emmener justement, parce qu'on arrive malheureusement à la fin, ça nous emmène vers le mot de la fin. Et donc moi je demande toujours à mes invités un mot de fin, donc une phrase préférée, quelque chose qui est un peu le mantra de la personne, qu'est-ce qui lui permet de voilà, ça peut être différents cas de figure, mais j'aime bien avoir comme ça une phrase
que les auditeurs peuvent reprendre pour frimer un peu en soirée Ah. ou Ça, par contre, c'est peut-être plus des leçons. Mais je trouve très belle la phrase que tu as dit de philosophie qui est par rapport justement à cette gestion des difficultés dans la vie. Oui. Oui, donc c'est vraiment les lunettes qu'on porte par rapport à la situation. Donc même si la situation semble insurmontable, il y a toujours moyen de gérer. Mais j'aimerais plutôt ajouter quelque chose que je chéris moi-même et auquel je sais que moi-même, je dois continuer à travailler. Enfin, je veux. C'est aimez-vous tel que vous soyez vous. Avec les yeux portés sur soi-même et indépendamment du regard ou de la projection du regard de l'autre, en fait. Donc si on arrive à faire ça, c'est ultra puissant parce que si on arrive à ça, on arrive aussi à dire non simplement, par exemple. On arrive à faire des choses qui automatiquement mèneront à être animé par aussi la passion par rapport à ce qu'on fait, parce que ça va sortir de nous et de l'amour qu'on porte pour soi-même, sans que ça soit égocentrique, loin de là, mais juste s'aimer soi-même, indépendamment du regard des autres. Donc on crée ses standards, on ne vit pas des standards des autres. Oui, voilà, c'est ça. En résumé. Super. Merci beaucoup, Ing. Un dernier mot pour savoir un petit peu où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as fait pas mal d'interviews à la radio également. Oui, surtout du côté hollandophone. Oui, j'y suis assez souvent. Au niveau, par contre, le livre maintenant en français, il y aura pas mal d'interviews sur différentes radios la semaine prochaine. Danse Première, Vivacité, quoi d'autre? Oui, RTL. Je ferai une séance de dédicace de mon livre à la Foire du Livre le 2 avril, de midi à 13. Sur Instagram, c'est dr.inge.declercq. On partagera évidemment les réseaux sociaux. Oui, et donc ma consultation, je ne fais pas de consultation privée parce que j'ai pas le temps. Ceux qui veulent faire des séances dans leurs entreprises, ça c'est via mon site, ça se laisse. Donc, on partagera aussi le site internet. Ma consultation est à l'hôpital universitaire d'Anvers, qui n'est pas loin de Bruxelles pour les écouteurs bruxellois, parce que c'est encore en avant, donc ça à 30 minutes, 35 minutes de Bruxelles, si on veut. Super. Donc la foire du livre, la date à retenir, 2 avril. Le 2 avril. Donc achetez votre livre, allez le faire dédicacer. Sinon, je fais plus de podcast. Non. Donc, non, mais plus sérieusement, merci d'être venu. Super ouvrage. J'espère que tu vas nous en faire d'autres. Parce que on attend, moi j'attends en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. On pourra peut-être en refaire d'autres, des podcasts ensemble sur des sujets encore plus profonds, plus spécialisés, ou peut-être avec d'autres invités qui sont complémentaires à ce que tu fais, qui peut être intéressant. Donc à nouveau, le 2 avril, pas oublier, semaine prochaine sur les différentes radios, RTL, Vivacité. Oui, Vivacité, ça a été reporté au 1er avril, mais je suis à la première, mercredi matin. Et RTL, JT et radio le vendredi, parce que le vendredi prochain, c'est la journée internationale du sommeil. Vendredi prochain. Vous allez aller au lit à 20h, jeudi, pour être bien reposé. Non, ça c'est non. L'heure juste du sommeil, on reviendra une autre fois sur ça. Merci beaucoup, Ing. Merci à toi. Toujours un plaisir de te voir et de discuter avec toi. Et à très bientôt aux auditeurs. Merci de nous avoir accompagnés pour cette heure de podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Merci.